Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face d'André Berkov avec Piero San Giorgio pour son livre « Survivre à l'effondrement économique ». Bonjour Piero San Giorgio. Bonjour. Bonjour Monsieur San Giorgio. Alors écoutez, j'ai lu votre livre et c'est très intéressant parce que il y a longtemps que je voulais parler des survivalistes et de la survie. Votre livre s'appelle « Survivre à l'effondrement économique » chez Culture et Racines. Et c'est d'autant plus intéressant que justement vous présentez dans votre livre, vous avez été responsable pendant plus de 20 ans des marchés émergents d'Europe de l'Est, du Moyen-Orient et d'Afrique dans l'industrie des hautes technologies. Et puis là, c'est vous qui nous dites, attention, il faut vraiment se préparer. Vous l'avez écrit d'ailleurs il y a 10 ans, c'est bien ça, il y a 10 ans ce livre. Oui, en 2011. En 2011, voilà, exactement. Et puis vous dites, attendez, et c'est un manuel de survie. C'est très intéressant parce que vous donnez énormément de renseignements pratiques, très pratiques, vous allez jusqu'au quotidien. Mais avant de parler de ça, on est vraiment au bord de l'effondrement ou dans le processus d'effondrement pour parler de survie et pas de vie? Le processus a démarré il y a malheureusement déjà pas mal d'années. Oui, depuis quand à peu près à votre avis? Enfin à peu près, pas précise mais... Vous savez, si on remonte à très loin, on peut dire qu'il y a un suicide de l'Occident qui commence en 1914. Ouais. D'autres parlent de la surdépendance aux énergies fossiles qui a été flagrante à partir des années 70. D'ailleurs, dans les années 70, on a commencé à imprimer de la monnaie sans sous-jacent réel qui était avant ça l'or ou l'argent. Oui. On a fait la blanche habillée, quoi. La planche habillée. Exactement. Ouais. Donc cette cavalerie continue et donc nous avons les circonstances qui nous amènent à l'effondrement sont assez anciennes et quelques personnes très perspicaces ont pu le voir avant, bien avant moi d'ailleurs. Je ne suis pas le seul et c'est ce qui rend ce travail intéressant d'essayer de comprendre à quel moment on est, bien sûr pour se préparer, c'est pas juste un exercice intellectuel. C'est probablement un mélange d'instinct, mais surtout de données. Moi, je travaille beaucoup sur des données géologiques par rapport au pétrole, sur des données économiques par rapport à la finance, sur des données évidemment sociétales. Et on a vu l'exemple ces derniers jours en France, une fois de plus, d'une tendance qui était inévitable, prévue depuis longtemps. Des camarades comme Laurent Berton, que vous avez interrogé récemment, en parlent également. Et en fait, c'est ce mélange qui permet, par exemple, je crois que nous avons un point commun entre vous et moi, c'est que nous avons été parmi les premiers, les seuls en Europe en début 2016 à prévoir ou à émettre l'hypothèse que Donald Trump allait être élu. Ouais. Contrairement à tous les pronostics. C'est parce que probablement, nous avons une manière de réfléchir, nous avons une connaissance aussi du terrain. Je connais bien les États-Unis comme vous. Moi, je connais aussi le Moyen-Orient, l'Afrique, etc., pour y avoir travaillé. Ouais. Et donc, ça permet de voir l'avenir qui ne se distribue pas forcément de manière égale partout au même moment. Tout à fait. Autre point commun. Il est en train de nous rattraper. Autre point commun, Piero San Giorgio, je suis né à Beyrouth et j'ai vécu pendant 20-25 ans. Donc le Moyen-Orient, autre point commun que je connais aussi. Mais arrivons à cela. Quand vous parlez alors justement de survie, parce qu'on a beaucoup entendu parler à un moment donné, c'est sorti il y a déjà une vingtaine d'années, et même plus, ce qu'on appelait les survivalistes. Mais vous n'abordez pas ça de cette façon. Vous dites, il est temps, voilà, il se passe ce qui se passe, on va regarder, mais il est temps de se prendre en main et de ne plus compter sur un gouvernement, un État, une puissance, je dirais, mondialiste ou une puissance multinationale. Il est temps de ne compter que sur nous-mêmes. J'ai bien compris, c'est bien ça que vous essayez de faire passer ? Il faut compter surtout et d'abord sur soi-même. Bien sûr, l'environnement compte, l'État existe, c'est souvent... pour le grand malheur des citoyens, l'État existe, rarement pour le meilleur. Il y a des exemples de pays et des nations qui marchent bien dans le monde. Bien sûr, y compris au niveau des libertés individuelles, y compris au niveau évidemment de la sécurité et donc liberté, sécurité et puis prospérité. Ce sont les trois choses que nous demandons à un État et contre lesquelles nous sommes absolument prêts à payer des impôts. Ouais. Mais
Pour votre question, plus précisément, c'est vrai que le survivalisme, bon, c'est une étiquette, c'est un nom, existe depuis longtemps, il nous vient des États-Unis. Tout à fait. Et il nous vient à l'époque où on risquait la guerre nucléaire et des individus très individualistes, très américains, voulaient un peu se réfugier dans des cabanes dans la forêt pour essayer de tenir face à l'inévitable Armageddon et l'inévitable, croyait-il, dérive totalitaire de l'État. Mon approche, peut-être parce que je suis suisse, un petit peu plus carré, peut-être parce que j'ai une flexibilité de mes origines italiennes, fait que j'essaye d'approcher cette approche par la mise en place de l'autonomie qui nous garantit un peu plus de liberté, un peu plus de capacité d'avoir cette sécurité, cette prospérité et cette liberté par nous-mêmes. Et si l'État nous aide, tant mieux. Et s'il ne nous aide pas, eh ben, on va essayer de se débrouiller et d'être flexible par rapport à ça. Tout à fait. Alors justement, c'est ce que vous racontez dans votre livre, ce que vous décrivez dans votre livre, en tout cas très 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 intéressant, parce que, encore une fois, vous ne vous contentez pas de théorie, loin de là, vous parlez effectivement du quotidien. On pourrait passer des heures à raconter, mais je renvoie au livre que je recommande vraiment pour ceux qui ont envie d'aller vers la survie au bon sens du terme, et ceux qui pensent qu'on peut encore tout réformer, et pourquoi pas, et puis les deux peuvent aller ensemble. Mais au fond, ce que vous dites, c'est intéressant, c'est un manuel de survie. Et vous, au fond, aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'on doit absolument se préparer? Je ne dis pas pour jouer les prophètes d'Apocalypse ou les Cassandres, mais on doit se préparer. Vous dites qu'on doit se préparer concrètement, très concrètement. Ça veut dire quoi, se préparer concrètement, Piero San Giorgio? Eh bien, nous sommes tous habitués à vivre avec un certain confort, avec le bénéfice de certaines infrastructures. Nous avons vu, comme dans certains quartiers, mais aussi en cas de catastrophe naturelle, ça arrive, que ces infrastructures peuvent manquer. Et puis, la police, l'État, il n'est pas là en 5 minutes pour vous aider à l'instant donné, que peut-être il faut se débrouiller par soi-même. Et pour mieux se débrouiller par soi-même, il vaut mieux prévoir et il vaut mieux préparer des outils, des compétences, des formations, des aptitudes que nous pouvons faire dans le cadre d'école, mais aussi dans le cadre de lecture et par nous-mêmes. Par exemple, vous avez la gentillesse de citer mon livre, et c'est vrai que c'était un immense succès. Un autre livre, c'était Rue Barbare, le deuxième, qui est sorti il y a une dizaine d'années, qui disait, par exemple, dans la préparation, peut-être qu'il est intéressant de quitter les villes. Alors ça, c'était en 2012. Vivre à l'extérieur des villes, si c'est possible, si vous le pouvez, en fonction, bien entendu, de votre situation familiale, personnelle, économique, familiale et autres, bien possible, sûr. Évidemment. Bien sûr. Eh bien, on s'adapte parce que nous allons vers un monde avec des crises économiques qui vont en s'amplifiant et dont la fréquence se rapproche. Nous l'avons constaté. Nous commençons à voir, avant c'était une perception, maintenant c'est une vision d'États, je mets ça au pluriel, qui sont avec des dérives totalitaires et autoritaires de très très fortes, simultanément à une faiblesse structurelle qui est aussi criante, c'est-à-dire qu'on a un État qui veut devenir un dictateur, un despotisme, tout en ayant de moins en moins d'armées, de moins en moins de police, et sans les gardes rouges ni les SA, qui généralement sont nécessaires pour mettre en place ce type de pouvoir. C'est le paradoxe, mais ils utilisent la haute technologie pour nous dire attention aux réseaux sociaux, attention à ceci, attention à cela. Piero San Giorgio, c'est passionnant, on en rediscute avec vous juste après une petite pause. À tout de suite. Et vous souhaitez savoir comment survivre à l'effondrement économique, que Piero San Giorgio peut répondre à vos questions. Il a écrit un livre dessus, Survivre à l'effondrement économique. Vous nous appelez au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et encore plus dans tous mes états, parce que j'ai lu, et au bon sens du terme, le livre de Piero San Giorgio, Survivre à l'effondrement économique. Et votre livre, Piero San Giorgio, il est très 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 complet. C'est vrai, parce que en fait, c'est un manuel total. J'ai pas dit totalitaire, hein. Total. Vous parlez de l'effondrement, vous parlez effectivement des mécanismes de l'effondrement, du rôle de l'État dans tous les domaines, de la famille aux effets, au transport. Et puis vous parlez de la survie, et je voudrais que vous parliez justement de la BAD, la base autonome
durable, pardon, pas rural. La base, vous voyez, on avait parlé des ZAD, des zones d'autonomie, et là, c'est la BAD, base autonome durable. Qu'est-ce que ça veut dire très exactement par la BAD ? L'idée est que pour pouvoir développer au maximum son autonomie, il vaut mieux être un petit peu enraciné qu'être mobile. Il vaut mieux, donc base, donc un endroit où on peut se poser. Mieux vaut dans la ruralité que dans un HLM en centre-ville, puisque les supermarchés, l'eau, l'électricité sont dépendants d'autres personnes que vous pour évidemment être acheminés. Et c'est un immense luxe, c'est un luxe qui est fantastique. Nous vivons une époque fantastique, faut pas l'oublier. Ouais. Durable, parce que nous ne savons pas si les crises qui arrivent vont être d'une durée courte, auquel cas on s'adapte, mais si elles sont longues, il vaut mieux être préparé à s'adapter pour cette longue durée, avec un maximum d'autonomie en eau, nourriture, santé, hygiène, énergie, production et chauffage et thermorégulation, bien sûr. Et également pour la culture, quelles sont les cultures que nous voulons emmener avec nous pour transmettre à nos enfants et aux générations futures, la capacité à nous défendre, et puis surtout le lien social, le lien qui est si nécessaire pour se défendre, mais aussi, justement, vous mentionnez pour vivre. L'être humain est un animal social, nous le savons, nous avons besoin des autres, nous avons besoin de nous intégrer. D'une part, parce que de manière très pragmatique, on a besoin de rapports mutuellement bénéfiques pour échanger, pour travailler, mais aussi parce que nous avons besoin d'amitié, d'amour, de liens avec sentiments, d'affectifs, etc. Bien sûr. Mais alors justement, est-ce que vous préconisez quelque part pour ceux qui peuvent, ou après tout, il y a des zones rurales, parce que c'est un paradoxe très intéressant que vous soulevez. Beaucoup de gens, vous savez, il y a eu pendant des siècles, et puis là, un exode rural parce que les gens n'arrivaient plus à vivre dans leur campagne, dans leur village, dans leur ville, voilà, et puis ils sont tous partis à la ville. C'est pas nouveau, ça fait 1 ou 2 siècles déjà que le mouvement s'est abordé, et quelque part aujourd'hui, on l'a vu déjà dans les années 70, 68, 70, mais plus tard, est-ce que vous dites, si vous pouvez, c'est pas seulement une question économique, quitter la ville et essayer d'essaimer à la campagne, en tout cas de former des réseaux qui soient humains, des réseaux de production, etc. Est-ce que vous préconisez ça, Piero San Giorgio ? Alors le premier mouvement dans ce sens, avant les gens qui partaient dans le Vercors dans les années 60-70, c'était le mouvement des kibbutzim, évidemment, fin du 19e siècle, début du 20e siècle, où il s'agissait de créer des communautés. Alors, en l'occurrence, avec une emphase sur le mot communauté, plutôt rurale, évidemment. J'en ai visité il n'y a pas longtemps dans le Negev ou tout au travers Israël. Et simplement, moi, je remarque que les temps ont changé. Aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir une approche commune. Nous sommes dans un monde extrêmement individualiste, presque égoïste, en fait. Et donc, je suggère de commencer par l'individu, par soi-même, et après de bâtir sur cet exemple de démarche les liens qui se font et qui sont indispensables, je le répète. Alors, commencez par l'individu, par soi-même. Alors, concrètement, ça veut dire quoi, là ? Il y a des milliers, des dizaines de milliers d'auditeurs qui vous écoutent. Ils disent, d'accord, ils peuvent être, et je pense qu'ils seraient séduits par ce que vous dites, mais on commence comment par soi-même ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, la première étape est mentale. D'abord, c'est de prendre conscience, et les événements de ces derniers jours, par exemple en France, ont au moins cet avantage de nous aider à prendre conscience de la dangerosité, du danger de vivre dans des villes, dépendant encore une fois de l'eau, de l'électricité, des supermarchés qui se remplissent par magie, mais d'ensuite de commencer à travailler sur quels sont les outils et d'avoir une stratégie. Vous avez mentionné effectivement la question des moyens. Vivre à la campagne n'est pas nécessairement pour les gens riches ou pour les gens très pauvres. Tout à fait. Il y a toute une gamme de prix, de lieux, de vides d'ailleurs à remplir aujourd'hui dans beaucoup de pays. Bien sûr. Notamment, mais pas que. Il y a énormément de zones rurales qui sont abandonnées, qui sont vides, et sur lesquelles on peut recréer de la vie avec une famille. Et puis faire son élevage, ses plantes, ses fruits, ses légumes, etc. etc. Idéalement, pour l'autonomie, c'est mieux de produire sa nourriture, de récupérer son eau, de la filtrer, etc. Néanmoins, c'est important de dire qu'il ne s'agit pas forcément d'un retour à une vie paysanne ou une vie rurale, puisque beaucoup de gens, et j'en fais partie, et bien que je fasse ici, dans ma ferme en Suisse, dans les montagnes,
tout ce que vous venez de dire, et bien plus, avec les panneaux solaires pour l'électricité, etc., j'ai aussi un pied dans le monde, entre guillemets, normal, dans le monde moderne. Ouais. Et beaucoup de gens font ceci, ils font peut-être la navette, ou alors avec le travail à distanciel, comme on dit aujourd'hui, il est possible de travailler beaucoup plus dans un endroit un petit peu éloigné qu'en ville. Alors certes, c'est pas pour tout le monde. Oui, tout le monde ne peut pas le faire, on est bien d'accord. Oui. Si vous êtes plombier à Paris, et déjà si vous pouvez rouler, c'est déjà pas mal. Ou coiffeur ou autre. Enfin, oui. Non, alors moi je connais pas très bien le métier de la coiffure, mais c'est vrai que c'est il faut s'adapter en fonction de ses besoins. Mais il existe des besoins dans les campagnes pour plein de métiers. Donc, mais alors, au-delà de ça, donc ce sentiment effectivement de survie que vous tracez, mais et encore une fois, je voudrais juste un mot. Vous savez ce que vous décrivez. J'étais au Québec il y a un mois et j'ai assisté. Enfin, il y a des villages qui se regroupent où, vous savez, l'un fait les tomates, l'autre fait les concombres. Enfin, je schématise évidemment. L'un fait de l'élevage, l'autre c'est les poules, l'un les vaches, les bœufs, et ils se regroupent pas pour faire du troc, mais pour faire une vie véritable, voilà, au niveau de, je dirais le plus simple, mais au bon sens du terme. Oui, on a remarqué au cours des années 2010 à 2020 aux États-Unis, vous l'avez sans doute vu aussi, qu'un des segments de l'économie qui avait le plus de croissance, c'était les micro-fermes. Beaucoup de jeunes qui, après leurs études, parfois dans ce qu'on appelle les humanities, donc les sciences sociales, etc., se retrouvaient un peu au chômage et plutôt que de travailler chez McDonald's, dans les fast-food en général, voilà, se disaient, finalement, je vais aller prendre un petit lopin de terre ou m'associer avec des gens qui connaissent le métier et travailler. Et ça a beaucoup pris. Ça a beaucoup pris pendant les années 2010 à 2020. Il faudrait que j'y retourne si on me redonne un visa, ce qui n'est pas sûr, pour voir un petit peu quel est l'état de la situation aux États-Unis. Excusez-moi, si c'est pas discret, pourquoi on vous donne pas de visa? Non, c'est la première fois après 40 ans de voyages incessants et plus d'une centaine de voyages aux États-Unis pour le travail on m'a pas donné un visa automatique. Je dois aller à l'ambassade. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai été plutôt positif par rapport à Trump? C'est grave, c'est grave. Je ne sais pas. En tout cas, c'est étonnant. C'est un mauvais garçon, visiblement. Ouais, on voit ça. Mais écoutez, en tout cas, vous avez un mauvais garçon qui a écrit un excellent livre et d'autres aussi. On va continuer à en parler, Piero San Giorgio, après cette toute petite pause. À tout de suite. Et vous avez la parole au 0826 300 300. Vous nous appelez pour interpeller Piero San Giorgio sur son livre Survivre à l'effondrement économique. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Écoutez, les carottes ne sont pas encore complètement cuites puisqu'il y a quand même les moyens de survivre et peut-être de vivre surtout. C'est ça qui est intéressant. Piero San Giorgio, vous parlez aussi, vous abordez tous les domaines, mais je voudrais dire, vous parlez des métiers de la culture, des divertissements, mais vous parlez aussi, d'ailleurs on le voit aujourd'hui, où il y a quand même des tensions qui montent un peu partout, et pas seulement en Europe, mais partout. Et vous dites, il y a un chapitre entier, qu'est-ce que la défense ? Comment se défendre, les arts martiaux et l'autodéfense, les armes. Alors, je voudrais aborder ça parce qu'on parle beaucoup de ça. Vous savez, dès qu'on dit quelqu'un et qu'il essaye de se défendre parce qu'il est cambriolé, etc., il est tout de suite rangé pratiquement à la droite d'Adolf Hitler parce qu'il s'est défendu. Or, vous parlez de ça dans la survie et je crois que c'est pas négligeable. Alors, un nazi bien connu qui s'appelait George Orwell écrivait qu'il fallait que l'ouvrier ou le prolétaire libre devait avoir un fusil chez soi. George Washington aussi, très connu pour être un SS, disait la même chose par rapport à la liberté individuelle aux États-Unis. Donc, la capacité à se défendre est aussi vieille que l'être humain. C'est considéré un droit naturel. La question est, dans quel cadre avons-nous la légitimité de le faire? Et la loi, d'ailleurs, l'encadre très bien dans tous les pays. Et je précise que pour vos auditeurs, que je suis citoyen suisse. Et habitant en Suisse, nous avons une approche de la défense individuelle et même de la défense nationale qui est un tout petit peu différente que celle française, puisqu'ici, le citoyen est censé être un soldat, est censé être un milicien qui défend le pays, donc le mot n'a pas la même connotation que... Tout citoyen suisse peut se considérer comme un soldat, c'est ça?
En théorie, et légalement, oui. il le peut. Dans la pratique, évidemment, beaucoup de jeunes ne le font plus. Même notre armée a été redimensionnée à la baisse il y a maintenant déjà une vingtaine d'années. Et cela dit, cette défense, évidemment, elle doit être... là aussi, elle doit commencer dans notre esprit. C'est-à-dire, il faut comprendre que nous avons le droit, mais surtout, c'est plus important, nous avons le devoir de nous défendre. Parce que nous défendre, par exemple, face à un agresseur, c'est peut-être empêcher que cet agresseur, puisqu'on va le neutraliser normalement, si on fait bien notre travail, agresse d'autres personnes après nous. Donc il y a même une approche altruiste de la défense. C'est-à-dire qu'on l'empêcher de récidiver, quoi. Oui, c'est l'idée de la justice, c'est l'idée du pénal, c'est l'idée de se défendre. Maintenant, il y a aussi une idée peut-être plus fondamentale qui est celle de la protection de notre vie, de la vie des autres, de nos biens. Et dans le code civil suisse, il y a même enfin, le code pénal, pardon, suisse, article 200, il y a aussi la notion de défendre notre honneur. Alors évidemment, ça c'est beaucoup plus subjectif, mais en tout cas défendre la vie. C'est pas mal de parler d'honneur dans un code pénal, c'est bien. Non, c'est évidemment la réponse doit être proportionnée. On peut pas. On ne peut pas assassiner quelqu'un simplement parce qu'il vous a insulté. Néanmoins, cette démarche de défense, une fois qu'on a compris mentalement ce que ça veut dire, elle nécessite un travail sur le physique, sur les automatismes, sur les codes, sur ensuite les outils. Les outils en dernier lieu, parce que ça sert à rien d'être surarmé chez soi si ensuite on n'a pas le mental et si on n'a pas la capacité de se défendre correctement. Et puis ensuite, il y a le contexte. Ça, évidemment, on l'a bien vu. C'est pour ça que j'ai dit à tous les gens qui me font le plaisir de m'écouter sur Patreon ou sur mes chaînes YouTube, etc., ces derniers jours, chers amis qui habitaient en France, surtout ne réagissez pas, surtout n'essayez pas de faire justice vous-même. Les biens endommagés, c'est terrible pour votre économie, pour votre vie, mais ce n'est pas, d'abord, c'est pas de la légitime défense, mais surtout, c'est pas le moment et c'est certainement pas le contexte pour commencer à faire les idiots et les imbéciles. Et d'ailleurs, je me réjouis qu'il n'y a pas eu, ni maintenant ni en 2005, il y a eu beaucoup de retenues, et tant mieux. Et tant mieux, absolument. Et puis non, mais je veux dire, un homme, ça s'empêche, comme disait Camus. Hein. On peut le rappeler. Et donc, pour revenir juste à la BAD, et enfin, vous en avez parlé, dans cette BAD-là, alors c'est très intéressant parce que vous parlez vraiment et vous allez dans les détails. Et ça, c'est Piero di San Giorgio, ça c'est assez... Les kits de survie, la liste des aliments à stocker, la liste des produits d'hygiène, la liste des médicaments, la liste des outils, etc., etc. Mais on a quand même l'impression, sans du tout que vous soyez, encore une fois, ni apocalyptique, ni millénariste au sens traditionnel du terme, vous dites quand même, il faudrait peut-être se préparer parce que on a, vous savez, comme vous disiez au début, la magie, l'eau qui coule, c'est vrai, tout va bien, on est en ville, moi je suis à Paris, ici, voilà, on a tout ce qu'il faut, etc. Et on se dit, mais vous vous dites quand même, il faut se préparer, en tout cas il faut être prêt à peut-être avoir une autre attitude au monde, mentale bien sûr, mais également physique par rapport à des choses qui aujourd'hui coulent comme une manne céleste, mais la manne peut s'arrêter. Ah oui, c'est arrivé dans énormément de cas, même très récents. On a la guerre en ex-Yougoslavie. Vous avez connu, ou en tout cas, vous avez la familiarité du Liban. Ça, c'est quelque chose. J'ai ici en Suisse beaucoup d'amis qui ont dû fuir le Liban dans les années 70. On a l'effondrement de l'ex-Union soviétique. On a aujourd'hui l'Ukraine. Si vous habitez en Ukraine, votre vie, elle a changé depuis une année et demie. Et donc, tout ceci peut arriver et ces émeutes, ces révoltes récentes, elles nous rappellent que nous vivons malgré tout dans un monde fragile et c'est pas parce que nous avons eu 50, 70 ans de relative prospérité qu'elle est nécessairement la norme dans l'histoire et qu'elle doit durer pour toujours. Il faut espérer le meilleur, se préparer au pire, ça c'est un adage bien connu. Et quand on voyage, comme vous et moi j'ai beaucoup travaillé en Afrique, j'en ai vu des choses qui sont très différentes que ma petite Suisse bien protégée et bien opulente. Et donc ça m'a bien sûr ouvert les yeux et ça m'a appris à me dire qu'est-ce qui pourrait se passer si cela arrivait. Et d'ailleurs, je vous fais remarquer que même les États français, le ministre de l'Intérieur sur son site, suggère, conseille aux citoyens d'avoir
de quoi tenir le coup pendant 72 heures en cas de problème de type environnemental, de type catastrophe. C'est ça. La question que vous posez, qui est la question, qu'est-ce qui se passerait si, et qu'est-ce qui se... Voilà, qui est encore une fois, comment se préparer. Soyez prêts, sans angoisse et sans affolement, mais soyez prêts. Voilà, alors l'angoisse et l'affolement, c'est la vraie question, parce que beaucoup de mes... j'ai fait je sais plus combien de conférences, et certainement le premier livre dont vous parlez a dépassé les 200 000 ventes en 10 ans, et beaucoup m'ont dit, mais c'est super anxiogène, je sais pas quoi faire, j'ai peur. Je dis, mais non, c'est exactement ce que je voulais éviter, c'est que dans l'action et dans le travail, on essaie d'éviter cette peur. C'est pour ça que mon prochain livre qui sort en octobre va travailler sur la peur, sur comment est-ce qu'on utilise cette émotion de peur et éventuellement l'angoisse que l'on a pour la canaliser et l'utiliser pour travailler plutôt que de la laisser devenir débilitante Mais vous reviendrez en parler, Piero San Giorgio, de la peur, mais on peut dire aussi que la peur, c'est peut-être le premier levier qui fait prendre conscience aussi, quelque part. C'est pour ça qu'il ne faut pas l'éliminer, il faut la maîtriser, éventuellement la rendre un peu plus petite et plus gérable, mais certainement pas l'éviter. Au contraire, c'est une émotion qui nous veut du bien, qui nous aide à détecter le danger, et simplement, elle doit être modulée pour ne pas qu'elle devienne excessive ou trop faible. L'insouciance est dangereuse, de même que l'excès d'angoisse nous rend la vie impossible. Donc, il y a tout un travail à mettre en place dans ce sens-là, et j'essaie d'éviter par cette action dans tous mes livres. Et parfois, mes lecteurs me disent « Oulala, maintenant que j'ai ouvert les yeux, j'ai peur ». Et oui, mais enfin, déjà que vous les ayez ouverts, c'est déjà pas mal. Parce que tellement de gens, un certain nombre de gens ont les yeux fermés, ce n'est pas non plus, vous savez très bien, beaucoup mieux que moi, que la position de l'autruche n'est pas la position idéale. En tout cas, Rue Barbare, Femme au bord de la crise, on en parlera. Et puis, ce livre, encore une fois, que vraiment je recommande, Survivre à l'effondrement économique, c'est bien. En tout cas, c'est bien d'être enseigné, c'est bien d'être armé, au bon sens du terme, bien sûr. Je pense que nous avons quelques auditeurs. Nous avons beaucoup d'auditeurs qui nous appellent au 0826 300 300. On accueille Emma de Seine-Maritime. Bonjour Emma. Bonjour Emma. Bonjour André, merci beaucoup de prendre mes questions. Je voulais demander à votre auditeur qui a la chance d'être suisse ce qu'il pensait en fait des restrictions que nous avons en France, justement sur notre autonomie. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais si vous possédez 2 poules, vous êtes tenu de les déclarer à la mairie. Vous ne pouvez posséder un mouton ou un âne ou quelconque bête autre que votre époux sans être déclaré comme éleveur en chambre d'agriculture. Donc effectivement, moi j'étais un petit peu dans cette démarche-là de m'autonomiser pour préserver ma liberté. Et les choses sont quand même de plus en plus difficiles. Et l'autre jour, vous aviez un invité qui parlait également des problèmes de classification des biens en F et en G qui pénalisent le bâti rural ancien. Et du coup, voilà, j'avais des questions sur comment persévérer. Oui, alors Piero San Giorgio, vous voyez, chez nous, je ne sais pas si c'est en Suisse, dès qu'on a une poule, il faut la comptabiliser. Dès qu'on a un mari, il faut le comptabiliser aussi. Non, je plaisante. Mais en fait, c'est vrai, est-ce que cette bureaucratisation, est-ce que ça ne fait pas un frein à ce désir d'autonomie ? Alors, je vous rassure, malheureusement, en Suisse aussi, nous avons beaucoup de réglementations très strictes que nous pouvons ensuite, par des petits cadeaux, des bouteilles de vin comme ça, au niveau du village, assouplir. Mais c'est vrai qu'il y a une dérive bureaucratique. Le mot que vous utilisez est très juste. Les États ont besoin de se justifier. Ils ont besoin de justifier leur taille pléthorique. Alors, si on part sur l'État, vous allez trouver chez moi un anarchiste libertarien qui ne peut plus s'arrêter et qui va casser du sucre pendant des heures sur le rôle pachydermique et inutile de l'État. Mais enfin bon, je crois que je suis irrécupérable de ce sens-là. En revanche, ce que vous pouvez évidemment faire, alors là, c'est l'italien en moi qui ressort, qui nécessite un exorcisme, mais enfin, qui va vous dire, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire cacher, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire sans déclarer, sans faire, et puis il y a des choses que vous déclarez pour avoir l'air propre, pour passer bien. Voilà. Donc il y a toute une voilà, il y a un art à mettre en place. Eh bien voilà, c'est on va essayer de le mettre en place, Lucien. Merci beaucoup Emma. On accueille Pascal de Mulhouse. Bonjour Pascal. Oui, bonjour Pascal. Bonjour Monsieur Berkoff, ça fait longtemps. Bonjour Monsieur Piero, que je suis régulièrement d'ailleurs.
Petite question. J'aimerais une question à M. Pierrot. Ouais. San Giorgio, qu'est-ce qu'il pense de notre caste politicienne? Qu'est-ce qu'il pense de ces émeutes qui ont lieu en France, qui ont depuis 4 jours, c'est le chaos? Et pense-t-il pas que nos politiciens sont un peu les incendiaires de cette situation? Piero San Giorgio? Oui, depuis 40 ans. Oui, malheureusement. Donc c'est difficile de réagir à brûle pour point lorsque l'on sait que les causes sont profondes, les causes sont malheureusement plurigénérationnelles. Bien sûr. Et ce que je peux vous dire simplement, une chose qui sera, peut-être on n'attend pas de moi, mais ayant voyagé, je connais bien les populations, on va dire ethniques, qui sont représentées dans ces émeutes, et dans leur pays d'origine, ça n'existe pas, ce genre de choses. Ouais. Parce que la loi est appliquée, parce qu'il y a... Et elle est appliquée radicalement, on peut dire. Oui, et in fine, ça crée moins de dommages, moins de problèmes dans ce sens-là. Donc moi, je ne cède pas à cette facilité de dire, voilà, c'est eux contre nous. La réalité, c'est que c'est un mélange, un creuset très particulier qu'il y a en Europe, pas que en France. Pas que en France. En Angleterre, on a vu plus ou moins la même chose et régulièrement. La Suisse suit le phénomène français avec 10 ou 15 ans de retard. Donc, on y va aussi avec ce mélange entre gauchisme, des castes dirigeantes de moins en moins compétentes, des populations déséduquées volontairement, des familles brisées, des familles moins structurées que celles que vous et moi avons pu connaître. Il y a quelques décennies maintenant. Et donc, c'est un problème complexe, mais qui n'a pas vraiment de solution à court terme. C'est malheureusement si je prends un terme médical, c'est pas quelque chose que vous pouvez, c'est comme l'obésité, un cancer, c'est quelque chose que vous devez aller travailler sur lentement et peut-être qu'il faudrait un peu de... C'est pas possible. Et peut-être qu'il faudrait un peu de courage et de colonne vertébrale. Peut-être. C'est ça. Peut-être. Lucien ? Oui, on se retrouve tout de suite après la pub. Vous continuez de nous appeler, on ira à Albi avec Denis. À tout de suite sur Sud Radio 0826 300 France. La blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Dans le face-à-face d'André Berkoff, et vous avez la parole au 0826 300 300. On accueille tout de suite Denis d'Albi, qui est responsable d'une association. Bonjour Denis. Bonjour Denis. Oui, bonjour André, merci de me recevoir, voilà. Et surtout, merci à votre invité, voilà, que j'aimerais questionner, en tout cas, voilà. Allez-y, voilà, jusqu'à lui demander même éventuellement conseil, voilà. En tant qu'association, si vous voulez, nous avons eu la connaissance, bien sûr, d'un certain Alexandre Boisson. Je ne sais pas si votre invité en a connaissance de ce personnage, voilà. Et puis de son fameux document qu'on appelle le DICRIM, qui est déposé dans les mairies, parfois sur des étagères avec de la poussière dessus. Ah bon, je connais pas. Voilà. Je ne connais pas. Alors, DICRIM, ce qui signifie document communal, comment je vais dire, d'information sur les risques majeurs, tout simplement. D'accord. Voilà. Donc, j'espère ne pas être hors sujet par rapport au phénomène justement de résilience alimentaire, énergétique, donc qui nous a préoccupés, bien sûr, dans la création de cette association qui s'appelle donc Réseau coopératif local et régional, qui est toute jeune. Elle est toute jeune, cette association, mais voilà. D'accord, Denis, posez votre question. Enfin, allez-y, avancez. Alors, dans le domaine. En effet. Alors, nous sommes adressés dans ce cadre-là. Vous savez qu'il a existé, enfin, ou plutôt, si je rafraîchis votre mémoire, c'est en effet les brigades DICRIM qui ont interpellé les maires depuis maintenant quelques années sur tout le potentiel qui existe vis-à-vis de cette résilience nécessaire, notamment en effet alimentaire, énergétique, en cas de pénurie grave. D'accord. Voilà, pour toutes les raisons qu'on peut imaginer. Bien sûr. Oui, d'accord. Voilà. Alors, c'est un peu un conseil que je voudrais demander en même temps. Nous nous sommes adressés à quelques mairies, deux notamment, qui ont une structure, les trois quarts du temps, verticale et non pas horizontale. Et vous voulez vous adresser pourquoi? Pour demander quoi? Pour demander conseil? Pour demander quoi? Voilà. Est-ce qu'on est, tout simplement conseil, est-ce qu'on est sur la bonne route, dans le sens où notre force, j'entendais tout à l'heure, les armes, etc. J'ai envie de dire, notre arme la plus forte, c'est l'entraide en tant que
coopérative, si vous voulez. Voilà. Et alors, voilà, nos objectifs sont basés sur ce terme, l'entraide, bien évidemment. Nous sommes une D'accord. Denis, excusez-moi, nous avons beaucoup d'auditeurs. Je comprends qu'on n'est pas là pour décrire en détail votre association. Ce que je veux savoir, simplement, je ne sais pas si vous avez entendu Piero San Giorgio parler de décrime ou pas du tout. Est-ce que le côté de la résilience, qu'est-ce que vous diriez à une association comme celle de Denis, effectivement, pour essayer, voilà, par rapport, là on est dans le sujet, effectivement, par rapport au risque, par rapport à la pénurie, etc. Ah, c'est certain que l'entraide, c'est important. Hein. J'ai lu Kropotkin, donc non, et dans la pratique, c'est vrai que c'est important. Néanmoins, autant on peut faire des approches qui demandent à la collectivité de venir en aide pour tout le monde. Des stocks stratégiques au niveau d'un État pour l'essence, pour les céréales, etc. Ça existe. Pas beaucoup en Occident, mais ça existe en Chine, ça existe dans beaucoup de pays, ça existe en Russie, etc. Des abris anti-atomiques. J'ai écrit un livre en 2016 sur les risques de guerre nucléaire, les risques de pandémie. Évidemment que des abris collectifs, c'est pas l'individu qui peut les faire, mais rien n'empêche un individu de constituer ses stocks, de travailler son autonomie. Et les stocks et l'autonomie, c'est pas la même chose. Hein. Les stocks, c'est une béquille temporaire pour nous aider à passer, par exemple, une mauvaise période avec de l'eau, de la nourriture, etc. Une couverture, des batteries, des piles, des lampes torches, que sais-je. L'autonomie, c'est beaucoup plus loin. Et bien sûr, on peut commencer petit et ensuite grandir. Donc, l'approche collective, oui, même l'approche politique, même pour un libertarien anarchiste comme moi, pourquoi pas. Mais si vous n'attendez que de collectifs qu'on vienne vous aider, là vous tombez sur ce qui a tué le communisme, hein, c'est ce qui tue le socialisme, c'est qu'en fait on attend toujours que ce soit les autres qui bossent, et à la fin si on ne fait rien soi-même pour déjà soi-même, eh bien, ça avance jamais. Voilà. Aide-toi, le ciel ou d'autres t'aideront, mais sinon effectivement ça ne va pas. Lucien, je crois que nous avons David, non, au téléphone ou pas? David qui arrive. Oui. Voilà. Oui, bonjour David, vous êtes là. Bonjour, votre invité. Alors, c'est pour la Suisse. Le 19 mai 2019, la Suisse a procédé à 2 votations. Une, le désarmement des Suisses, et la deuxième, l'ouverture de tous les noms, de tous les comptes, de tous les étrangers en Suisse. Suite à quoi elle s'est livrée des poings et pieds liés aux nations, elle est rentrée dans les nations et elle a perdu sa neutralité. Qu'est-ce que vous pensez faire avec ça, sachant que les Suisses maintenant, ils n'ont plus d'armes automatiques, ils n'ont plus rien. Si vous êtes envahi avec les 20% d'Africains, par exemple, qui viennent en Europe. Oui, Piero San Giorgio, alors on a désarmé la Suisse, ça ne va pas tellement dans le sens de ce que vous conseillez. Non, mais alors nous avons toujours une armée relativement efficace pour notre petit pays. Nous avons surtout 5 à 6 millions de citoyens et citoyennes, dont une grande partie est armée à la maison. Donc nous avons une capacité de défendre, le premier niveau de défense est considéré étant le citoyen en Suisse. C'est pour ça qu'on a très peu de criminalité. On a très peu d'usage d'armes à feu parce qu'il n'y en a pas besoin, heureusement. On a aussi, alors c'est vrai, vous parliez de la perte de la neutralité, c'est pas tout à fait, c'est un peu exagéré, mais c'est vrai qu'avec ce conflit en Ukraine, la Suisse, le gouvernement suisse pour être précis, a pris parti, ce qui est très contraire à notre tradition et à nos usages qui ont eu beaucoup de succès dans le passé, puisque après, on peut discuter de la morale, mais en tout cas, d'un point de vue pragmatique, les pays neutres sont ceux qui peuvent être utilisés pour faire la paix, et aussi, comme c'était le cas en 39-45, de base pour les services secrets qui négocient et font toutes sortes de magouilles qui sont très rentables pour la Suisse d'ailleurs. Et moi, j'ai assisté personnellement à des deals entre l'Iran de Khomeini et Israël. À l'époque, c'était... et oui, heureusement qu'il y avait la Suisse pour les accueillir, quoi. Mais exactement. Et donc, c'est très utile pour la paix. C'est ça qui est important. Ouais, très important. Pierre, oui, allez-y, je vous en prie. Non, et pour nos industries et pour nos banques. Mais la paix est le plus important. Et donc, c'est vrai qu'avoir pris parti montre aussi que chez nous, nous avons aussi des politiciens avec une envergure intellectuelle moindre que ce qui a pu exister dans le passé. Et c'est regrettable. Et heureusement, nous avons encore un tout petit peu de démocratie directe qui permet de rétablir cela. C'est pas facile parce que le poids des villes électoralement compte beaucoup.
Et voilà, maintenant... en tout cas, votre votation, beaucoup de gens ici en France vous envient. Piero San Giorgio, nous arrivons à la fin de cette émission. On aurait aimé en parler beaucoup plus, mais on vous recevra en octobre quand votre nouveau livre va paraître, avec plaisir. Juste un mot. Survivre, vous savez, en mai 68, il y avait nous voulons la vie, pas la survie. Est-ce que quelque part pour vous, mais préparer sa survie, c'est mieux effectivement se préparer la vie? L'un est possible seulement parce qu'il y a l'autre. Je cherchais là, je ne suis pas reclus dans mes montagnes. J'ai un environnement très confortable, malgré le fait de travailler plusieurs heures par jour dans mon jardin, d'écrire des livres également. Mais là, par exemple, à l'instant, je vais partir un peu plus loin, dans la capitale, à Berne, pour aller assister à un concert de Guns N' Roses que j'avais vu en 92 à Paris, d'ailleurs. Très bien, à Vincennes. Et donc ça montre que l'on peut très bien vivre tout en se préparant, tout en ayant un côté qui se prépare et un côté qui profite de la vie. Moi, une de mes devises, c'est Carpe Diem. Il faut savoir profiter. Je suis un bon vivant. J'aime bien trop manger, malheureusement. J'aime bien une femme à la fois, mais j'aime bien les femmes. J'aime bien la vie. Donc, c'est une bonne chose. Il n'y a pas besoin d'être reclus. Il n'y a pas besoin de devenir un ermite, ni justement cette image. Tout à fait. Et la morale de l'histoire de Piero San Giorgio, et il n'est pas le seul, c'est on adore respirer les Roses, mais n'oubliez pas les Guns quand même complètement. Merci à vous. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. Merci à Piero San Giorgio pour son livre « Survivre à l'effondrement économique ». Tout de suite, après les informations, l'émission de Brigitte Lahaye. À tout de suite sur Sud Radio.